En tant que Scrum Master, je vois depuis des années des équipes qui soit négligent leurs relations avec leurs stakeholders, leurs parties prenantes, ou alors l'exact opposé, l'équipe qui se fait écraser par les parties prenantes. Et tout ça jusqu'à ce que je me rende compte à quel point cette relation entre l'équipe et ses parties prenantes, elle est fondamentale pour le succès d'un projet ou d'un produit, et que finalement, moi, en tant que Scrum Master, vraiment, ça facilite mon travail, mais aussi pour l'équipe, pour l'entreprise, tout marche juste mieux. Dans cette vidéo, on va vous présenter pas moins de 5 astuces pour vous aussi améliorer votre relation avec vos parties prenantes et vous donner les chances de faire le bon produit pour vos clients et pour vos utilisateurs. Et restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo, on vous présentera un outil à télécharger qui pourrait bien changer radicalement la manière dont vous gérez vos parties prenantes. Commençons avec le premier conseil. Il peut être important de créer une bulle autour de l'équipe. Une bulle qui va l'isoler de l'organisation et qui va lui permettre d'être quand même agile, malgré une orga qui n'est pas vraiment agile. Mais attention, attention à ne pas isoler complètement l'équipe. Le feedback des parties prenantes est essentiel. Et on aime bien l'image de la bulle. Vous savez, la bulle, elle est transparente. On voit ce qui se passe dedans. Mais elle est aussi fragile. C'est pas si évident que ça, de bien mettre le niveau de bulle. Il faut pas en mettre trop non plus, car encore une fois, il faut recevoir le feedback de son environnement, de l'organisation, des parties prenantes. J'irais même jusqu'à dire que si votre organisation est vraiment bien conçue, bien fonctionnelle, avec une bonne culture, c'est même contre-productif. Il ne faut pas isoler l'équipe du reste de l'organisation. Mais à l'inverse, si votre organisation elle est dysfonctionnelle, c'est des jeux politiques, c'est quand les parties prenantes viennent voir l'équipe, c'est plutôt destructeur qu'autre chose, et on a ce besoin de protéger l'équipe d'une orga qui n'est pas du tout agile pour que l'équipe puisse être agile. Et dans tous les cas, faites bien attention. Le genre de choses qui arrivent, c'est effectivement, on est dans une orga, on arrive à faire une bulle, on a peut-être un manager, le responsable de l'équipe, qui va protéger l'équipe du reste de l'orga et qui va permettre à l'équipe de vraiment s'épanouir, faire des choses formidables. Mais un jour, le grand patron change ou juste le responsable de l'équipe change. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une équipe qui tourne nickel? Bah non, il voit une équipe qui fait pas de reporting, on ne sait pas comment elle marche cette équipe, c'est n'importe quoi. Et donc il arrive et il vous dit, bah attendez là les gars là, c'est quoi ça? Moi je veux mon diagramme de Gantt, Là je veux mon planning là, ma roadmap des releases avec toutes les dates de ce que vous allez faire sur un an, Et c'est quoi là? Elles sont les estimations? Non mais attendez là, ok, je vais reprendre les rênes là, Voilà, faut quand même faire attention, une bulle, ça reste fragile, Elle peut éclater à tout moment. Cette bulle dont on vient de parler a un gros avantage, mais ce que j'ai pu voir aussi, c'est que souvent des parties prenantes vont être un petit peu frustrées de ne pas pouvoir interagir avec l'équipe comme ils le souhaiteraient, voire même de ne pas pouvoir l'influencer. Et ça tombe bien, Scrum a un truc pas mal pour ça. C'est la Sprint Review. Pour éviter justement de frustrer les parties prenantes dans leur interaction avec l'équipe, exploiter cette Sprint Review vraiment à votre avantage pour créer de la communication, pour créer de l'empathie, de la sympathie envers vous, envers l'équipe, envers le produit. La Sprint Review, c'est un bon moyen de les embarquer dans la vie de l'équipe, de leur faire vivre le sprint tel que l'équipe l'a vécu. Les trucs qui se sont bien passés et aussi les trucs qui se sont moins bien passés. C'est important de comprendre que la plupart des parties prenantes, que ce soit des sponsors, des utilisateurs, des managers, ont souvent eu une mauvaise expérience avec des équipes qui, soi-disant, faisaient Scrum, Lean, Kanban ou peu importe. Elles ont vu des équipes qui, finalement, livraient en retard quelque chose qui marchait une fois sur deux. Donc, pourquoi faire ? Donc oui, ça va peut-être être à vous de montrer patte blanche, de faire le premier pas vers eux en étant hyper transparent et visible et hyper communicant. Le but, c'est de créer une confiance qui va s'installer pour qu'ensuite, ils n'aient pas besoin d'aller chercher de l'information parce qu'ils savent qu'ils l'auront au bon moment. Dans des organisations où le leadership, produit, projet, d'où viennent les sujets, les décisions, tout ça, ça se passe entre les mains des parties prenantes, des stakeholders, plutôt qu'au sein de l'équipe Scrum. Être PO, être Product Owner, ça finit souvent en arbitre des demandes des différentes parties prenantes. Ouais, tant bien que mal, c'est pas forcément facile, il y a de la politique entre tous ces patrons, et le PO lui-même essaie de jouer de la politique aussi pour son propre avenir dans la boîte. Quand on est dans ce type de situation, le PO, il a plus vraiment le temps de vivre son rôle en tant que PO, à faire du product management, quoi. Oui, parce que rappelons-le,
PO, Product Owner, c'est avant tout un Product Manager. Une de ses activités principales, c'est de faire du Product Management. Enfin, normalement du moins. Le rôle du Scrum Master au sein de cette équipe, c'est aussi d'aider le Product Owner. Parce qu'on a cette habitude de se dire qu'effectivement, il faut protéger l'équipe. Mais il faut aussi protéger le Product Owner. Il faut aussi le protéger des parties prenantes lorsque l'organisation est dysfonctionnelle. Non, parce que c'est bête à dire, hein, mais le PO aussi doit travailler. Il ne peut pas se contenter d'être en réunion du matin au soir tous les jours. Enfin, il a du taf lui aussi, quoi. Mais ça veut dire quoi concrètement? À quoi ça ressemble? Regardez cette mise en scène. Elle va vous montrer justement c'est quoi ce type de situation et comment justement le Scrum Master peut aider le Product Owner. Bon allez, j'ai un peu de temps, j'en profite pour lire mes mails. Alors... Il me faut absolument la mise à jour de l'application 3D, hein. C'est hyper important. Il faut que je puisse avoir plusieurs écrans simultanés sur l'application de simulation. Dis donc, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de fonctionnalité pour moi. Eh, vous m'en devez bien une là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bon non mais là j'arrive pas à prioriser les demandes, hein. Vraiment pas. On est tous de la même boîte. Si on les mettait dans la même salle pour que eux s'alignent sur une vision commune et qu'on puisse définir ensemble le cap du produit ainsi que des priorités qui ont du sens. Eh ben oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il a raison ce Scrum Master. Déjà, il faut les aligner entre eux, les parties prenantes. Sinon, encore une fois, le Product Owner, il pourra pas vivre son rôle de Product Owner. Le feedback des parties prenantes, des stakeholders, est quelque chose de fondamental. Mais à la condition qu'il soit bien donné. Voilà le genre de choses qu'on a pu voir. Ben voilà, ça y est, vous pouvez essayer. Je choisis des couleurs pour la peinture, c'est bon. Mais c'est quoi là? C'est une blague? Mais c'est nul. Le fond de la photo change pas quand on change la couleur. Mais ça va pas, c'est pas du tout harmonieux là, on va tout rater, on va plus rien vendre là. Franchement, t'aurais dû y penser Cécile, t'as pris ça par-dessus la jambe hein, là, vraiment. Hey. Sur le fond, la remarque est sûrement pertinente, hein. Mais sur la forme, ça y est pas du tout. On peut le sentir que là, il y a déjà sûrement quelques frustrations au niveau de la partie prenante. Et cette façon de répondre va de toute façon braquer l'équipe. Voyons ce qui peut se passer dans la tête de l'équipe après une telle réaction. Non mais ça va, il nous crache dessus alors qu'on a fait ce qu'il a demandé. Mais ouais, franchement, il pinaille pour rien, on a fait le plus important, hein. Bah écoutez, le changement de fond, ça va pas être notre priorité pour l'instant, tant pis, ça lui apprendra, hein. La réaction de la partie prenante, elle-même frustrée, a créé aussi de la frustration au sein de l'équipe. Un sentiment d'avoir été mauvais et que ce n'est pas leur faute en fait, on leur avait peut-être pas donné leur information. L'équipe va avoir tendance à justement chercher la faute en dehors de chez eux, sûrement à la personne qu'ils ont pris en grippe, la partie prenante. Il y a maintenant du ressentiment entre leurs relations et ça ne peut que s'amplifier, voire même dégénérer. Ça vous paraît peut-être un peu trop caricatural, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on a vécu. Bien sûr, il y a de meilleures façons de communiquer du feedback. 1. Les retours doivent être factuels et toujours portés sur une responsabilité collective. Jamais d'accusation individuelle, ni même de flatterie individuelle. Que ce soit les bons comportements ou les mauvais comportements, ils sont tous induits par le système. Le retour, le feedback doit être un rappel de ce qui est important pour le projet, pour le produit. Le but n'est pas de descendre l'équipe, mais de les réaligner avec les attendus de l'entreprise. Et pour ça, la CNV, la communication non violente, est un super outil. Il va permettre de passer des messages sans agressivité, de factualiser les indicateurs à suivre et d'aider l'équipe à se mettre à la place des parties prenantes. Voilà par exemple comment ça pourrait se passer. Vous pouvez essayer, je choisis des couleurs pour la peinture, c'est bon. Ah, oui, je vois que le fond de la photo ne change pas quand on change la couleur. On a remarqué que l'harmonie donne confiance aux gens hein, et généralement, ça génère plus de ventes grâce à ça. Ça paraît être un détail, hein, mais j'aurais vraiment aimé que vous preniez ça en compte. Et bien sûr, cette relation, cette communication non violente, elle n'est pas que dans un seul sens, hein, elle doit être dans les deux sens. Les stakeholders, les parties prenantes doivent bien sûr donner du feedback, des retours de façon constructive. Et là, les Scrum Masters peuvent très bien avoir un rôle à jouer là-dedans en les y aidant et leur donner des conseils. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo chez Talent Labs que vous pouvez retrouver dans la description. Vous avez aussi le livre un petit peu fondateur de la communication non violente que je vous conseille bien évidemment. Mais vous, en tant qu'équipe, c'est aussi important de vous former, de vous sensibiliser à cette communication non violente. Vous l'aurez peut-être compris, dans les différents conseils qu'on vous a donnés, il y en a un certain nombre qui tournent autour du jeu politique qu'on peut avoir autour des stakeholders, des parties prenantes et comment l'équipe doit naviguer au milieu de tout ça. Sur ce sujet,
il y a un super outil. Ça s'appelle le Stakeholders Mapping. On va faire une carte des différentes parties prenantes. Cet outil, quand on l'utilise, ça ressemble à ça. Pour l'utiliser, on va créer une carte sur laquelle on va positionner justement nos différentes parties prenantes. Donc on a les deux axes. On va avoir le niveau d'influence, le niveau de pouvoir qu'ont les différentes parties prenantes, en tout cas sur nous, sur notre équipe, sur notre projet, sur notre produit, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Et dans l'autre sens, on va mettre leur niveau de sponsor de notre projet, de notre produit, à quel point ils ont quelque chose à gagner en fait. Donc plutôt vers la gauche, ceux qui n'ont pas grand-chose à attendre de nous, et vers la droite, ceux qui ont énormément à gagner, qui ont beaucoup à jouer. Quand on a fait ça, déjà, c'est intéressant de voir, hein. Soyons clairs, hein, on est en train de faire une carte qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Et donc justement, déjà, rien que ça, pour gérer vos différentes parties prenantes, c'est intéressant de voir lesquelles est-ce qu'on peut négliger, celles qui au contraire il faut surtout pas négliger parce qu'elles peuvent avoir un vrai pouvoir néfaste, celles qui vont être assez naturellement moteurs, à qui on pourrait demander de l'aide, sans problème. Je pense que vous avez compris l'idée. Et là où l'outil devient encore plus incroyable, c'est que c'est pas juste figé. Là, c'est un état des lieux, mais ça bouge avec le temps. Et on est même acteur de ça. Et donc là, on va mettre par exemple des flèches, on va voir comment est-ce qu'on pourrait influencer. On voit que certaines parties prenantes ont un vrai pouvoir d'influence, elles peuvent vraiment nous aider comme nous nuire, mais justement, comment on les implique, comment on les amène pour les faire pencher plutôt du côté de l'aide que de la nuisance. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est pas beau à dire, c'est un outil pour formaliser notre stratégie, pour naviguer dans un environnement politique. Mais si c'est dans ce type d'organisation que vous êtes, le Stakeholders Mapping est pour vous. Vous aurez bien entendu vu que le document est aux couleurs de Scrum Life. Donc même si on n'a pas inventé l'outil en lui-même, on vous a préparé un document que vous pouvez télécharger justement pour avoir directement le Canva et l'utiliser. On vous explique à la toute fin de la vidéo comment le télécharger. Laquelle de ces astuces vous allez essayer? Je vous recommande vraiment d'essayer l'exercice de Stakeholders Mapping. Je vous l'ai présenté comme étant vraiment adapté si votre orga est déficiente, mais en vrai, c'est toujours intéressant de voir dans notre situation qui sont nos parties prenantes, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'elles, etc., etc. Donc vraiment, essayez-le. Vous pouvez la télécharger juste en vous enregistrant sur notre formation gratuite. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le à l'algorithme de YouTube, mettez un pouce vers le haut. Partagez-la autour de vous à d'autres personnes qui en tireraient de la valeur. Ça aussi, ça aide le référencement dans YouTube. Et puis abonnez-vous. Si vous vous abonnez pas, qu'est-ce qu'il va en penser YouTube si ça vous intéresse pas assez pour vous abonner? Allez, je vous dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!